Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va commencer avec un sujet très, 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 très important, qui est le sujet de la jalousie. Alors, je vais vous traduire ça déjà en hébreu, parce que vous allez voir à quel point c'est un sujet qui englobe beaucoup, beaucoup de problématiques et de situations de vie, et de situations émotionnelles dans lesquelles on peut se retrouver. En hébreu, on parle de kina. Alors, kina, en hébreu, ça englobe beaucoup plus de choses que le mot jalousie en français. Ça englobe la jalousie, ça englobe la convoitise, ça englobe le fait de se sentir en rivalité avec, d'accord? Ça englobe le fait d'être jaloux comme un mari jaloux, une femme jalouse, c'est-à-dire développer un côté possessif. On va voir que ça a du bon, dans certains cas, ça a du bon. Et kina, ça veut aussi dire être inspiré par. D'accord? Donc vous voyez qu'en fait, déjà on commence et on voit qu'il y a toute une gamme de expressions négatives de ce trait de caractère. D'accord? Et une gamme euh, de choses positives. D'accord? Alors déjà, il faut savoir que quand c'est exprimé négativement, la convoitise, la jalousie, la rivalité, tout ça, ce qu'on va commencer à expliquer, sachez que c'est pas fortuit, c'est pas pour rien qu'il a mis ça après le regret et après la colère, parce que c'est en fait les trois meilleurs amis. Le regret, la colère et la jalousie, ce sont les trois meilleurs amis de qui, enfin, meilleurs ennemis en vérité, de qui? De la personne qui se sent en contrôle. D'accord? Le shoresh, la racine de tout ça, c'est en fait des gens qui ont l'impression qu'ils sont dans le contrôle. D'accord? Alors, on va, si vous voulez, diviser pour l'instant de manière très schématique trois types de jalousie. D'accord? La jalousie, on va appeler ça la jalousie méchante. D'accord? Dans le sens où on veut juste pas que l'autre ait. D'accord? La jalousie, alors je vais appeler ça borderline. Ça veut dire elle est limite. Voilà. Elle est entre les deux. Et ça, c'est une jalousie qui est tout à fait naturelle. Elle est présente chez toutes les personnes. Elle est universellement présente. Et la bonne jalousie, qui va se décliner sous forme d'inspiration. D'accord? En vérité, on a tous ce tronc qui s'appelle être jalouse. Tous les êtres humains. On va expliquer. D'accord? Je vais me permettre pour ce cours de faire quand même, vous allez voir, une introduction un peu plus longue que d'habitude parce qu'il faut vraiment qu'on repose les bases de ces choses-là. Donc, au milieu, on a la jalousie borderline dont nous sommes toutes porteuses. D'accord? Et si on l'oriente mal, eh bien, elle va devenir frustration et jalousie méchante. Tandis que si on va l'orienter positivement, elle va devenir inspiration et émulation. D'accord? C'est pour ça que je l'ai appelée borderline. Elle est au milieu. D'accord? Alors, sur ça, j'aimerais faire une petite digression, mais qui est fondamentale. Fondamentale, c'est que on a toujours expliqué que dans tous les traits de caractère dont HM nous a dotés, il y a toujours un côté, un versant positif et un versant négatif. Il n'y a jamais rien de mauvais en soi. Il y a toujours du bon et du mauvais. D'accord? En fait, l'idée du Orchot Tzadikim, comme je vous ai expliqué, c'est de prendre ce qu'on a en nous et de, on dit en français, séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire prendre ce qu'il y a de positif, le cultiver, l'orienter, lui donner du sens. D'accord? Parce que si Hachem, il nous a donné en nous, c'est que forcément, il y a une fonction utile, il faut la trouver, il faut la connaître, d'accord? Il faut la cultiver et essayer de annuler, d'accord? Annuler, réduire le côté négatif. Maintenant, ça, c'est un truc que je ne vous ai pas encore expliqué, mais c'est très important. C'est qu'en fait, ça marche en vase communicant. Plus moi je vais cultiver le bon chez une chose, eh bien plus le mauvais qu'il y a dans cette même chose va avoir tendance à disparaître. Et c'est très très fort par rapport à nous-mêmes et c'est très fort aussi en tant que parents par rapport à nos enfants. Par exemple, des fois on se dit, bah voilà, mon enfant il est jaloux, oh là là, je voudrais éradiquer sa jalousie. Non, tu peux pas éradiquer une tendance. C'est un non-sens. Ça peut pas exister. Tu peux lui donner une bonne orientation. D'accord? Et lorsque tu vas lui donner une bonne orientation, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que tout le côté mauvais, jaloux, je veux pas qu'il ait, ça m'énerve, que quand elle a eu, pourquoi elle et pas moi, etc. Tout ça, ça va en fait avoir tendance à disparaître.
C'est un point qui est très, très, très important parce qu'il a des implications très concrètes. Combien de fois on se dit, ah non, mais cet enfant, je voudrais éradiquer sa colère. Tu n'arriveras pas. Ça sert à rien. Il dit le Rav Jacobson, une tendance. Il dit en hébreu, Tsarich lalechet im velo neged. Il faut aller avec la tendance et non pas s'y opposer. C'est quoi aller avec? C'est lui trouver une tendance positive, un versant positif. Parce que tu peux pas aller tête contre quelque chose dont la personne est bâtie. C'est sa manière d'être. Il rapporte beaucoup, il raconte 5 histoires. Je ne vais pas toutes vous les dire, mais 5 histoires d'enfants qui, de prime abord, avaient été porteurs de quelque chose de négatif. Comme par exemple un menteur, comme par exemple un voleur, comme quelqu'un matérialiste, euh, qui avait une tendance à accumuler, d'accord? Je ne sais plus c'est quoi la cinquième, en tout cas, il rapporte 5 histoires. Et en fait, dans les 5 histoires, à chaque fois, eh bien, on voyait comment l'éducateur, au lieu de vouloir éradiquer cette chose-là en disant, «Oh, c'est pas bien d'accumuler des choses», eh ben, en fait, lui a appris à accumuler de bonnes choses. Par exemple, donc, il raconte un enfant, un parent qui va voir un éducateur qui lui dit, «J'en ai marre, mon enfant est très matérialiste. Il accumule tout le temps des jeux, il veut toujours gagner, il l'amasse, il thésaurise, presque au stade de l'obsession. Genre, si tu lui touches à sa collection d'œufs, il va piquer une crise. D'accord? Alors, l'éducateur lui dit, regarde, souviens-toi que éduquer un enfant, c'est éduquer soi-même, c'est toujours aller avec l'enfant, mais pas aller contre. Et donc, c'est comme si vous voulez les true notes, les traits de caractère, c'est comme la carte mère, d'accord? Le hardware. On ne peut pas changer le hardware d'un ordinateur, d'accord? On peut lui mettre des nouvelles fonctionnalités, on peut lui donner des choses qui vont lui permettre d'exploiter ce qu'il a à l'intérieur de lui, mais pas changer l'ordinateur, tu vas le casser. Donc c'est pareil, un enfant impétueux, tu vas pas le rendre réservé. À l'inverse, un enfant timide, tu vas pas le rendre bout en train. Sinon, c'est une aliénation pour l'enfant et c'est une souffrance pour le parent. Donc, dans le cas de cet enfant qui a amassé beaucoup de choses, ils appellent ça en hébreu des gogoïm, c'est euh, des petits jeux comme, si vous voulez, on disait à l'époque les noyaux d'abricot. Alors, donc voilà, des choses comme ça, mais aussi toutes sortes de jeux, toutes sortes de trucs. Et attention, 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 il amassait, il partageait pas, et attention sur le toucher à ce qu'il avait. Alors, il lui a dit, regarde, il a une tendance à amasser. Qui a dit que c'est mal? Amasser, ça peut être bien. On peut amasser des traités, comment dire, faire des sioum, faire une Mishnah et dire, ouais, c'est bon, je l'ai réussi. Ah, celle-là, entre guillemets, elle est dans ma possession. Je la maîtrise, je l'ai, elle est à moi. Alors il lui a dit, moi, je vais t'apprendre à amasser. Mais amasser des mitzvot, amasser des mishnayot, amasser des bonnes choses. Et il raconte dans le livre que 30 ans plus tard, cet enfant, il continue, cet adulte, du coup, il continue d'amasser, mais il oriente positivement cette tendance-là. Il la drive, d'accord? Il la drive, parce qu'il faut aller avec nos tendances et non pas contre. Sinon, on est doublement perdant. Quand on va tête contre tête avec nos tendances, on est perdant d'avance. Et en plus de ça, souvenez-vous, ce sont des vases communicants. Donc, si moi, je n'ai pas cultivé le positif de cette tendance, d'accord? Par exemple, colérique, vous allez me dire, mais c'est quoi la tendance colérique? On l'avait dit, c'est quelqu'un qui connaît très bien ses limites, c'est quelqu'un qui a des principes, c'est quelqu'un qui a souvent un sens de la justice qui est exacerbé, qui dit, ah non, c'est pas juste, c'est pas juste. Alors, c'est bien, toi, tu vas être un défenseur. Tiens, je vais te mettre dans l'association des défenseurs de, je sais pas. Et donc là, si on cultive, eh ben, comme je vous ai dit, on éradique. Mais si on cultive pas, on veut absolument éradiquer, éradiquer, éradiquer toute la tendance dans sa globalité, non seulement on va pas y arriver, mais qu'est-ce qui va ressortir? Précisément le négatif. D'accord? Vous avez compris, c'est un point vraiment fondamental. Fondamental parce qu'il faut comprendre que c'est Hachem qui nous a formés. C'est Hachem qui nous a mis tout en nous. Donc, si on a de la curiosité, c'est qu'il y a du positif. Si on a une imagination débordante, oui, ça peut devenir du mensonge. Oui, ça peut devenir du mensonge. Mais si, en fait,
On a pris cette imagination et on a dit à l'enfant, regarde, toi, c'est vrai, tu imagines beaucoup de choses, mais maintenant tu vas faire des rédactions où tu vas imaginer toutes sortes de trucs. Alors, sa tendance à mentir va de facto se réduire. D'accord? Donc, vous comprenez? Donc, même dans la jalousie, parce que des fois, on se dit, mais c'est quoi cet enfant? Il est jaloux, jaloux, jaloux. Oh, il est tout le temps jaloux, il regarde ce que les autres ont. Il regarde, et quand je vais avec... quand quelqu'un a reçu un cadeau, alors il est jaloux, il est jaloux. Je veux éradiquer, je veux éradiquer. Tu n'arriveras pas à éradiquer. Il faut cultiver le positif. D'accord? Et c'est ça, en fait, tout ce que le Rod Sadikim nous apprend, et c'est ça ce que on va apprendre aujourd'hui pour la jalousie. D'accord? Alors, euh, ok. Donc, comme je vous ai dit en début de cours, c'est vrai qu'on a chacun notre carte mère, d'accord? C'est-à-dire la façon dont nous sommes fabriqués. On arrive au monde avec des prédispositions naturelles. Ah, moi, ça me parle beaucoup, ça me parle moins. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, ou alors moi, je suis quelqu'un de très patient, ou alors moi, le patient, c'est pas du tout mon truc. Moi, quand quelque chose doit être fait, il faut que ça soit fait tout de suite. Ça, on va en parler plus tard, ça sera le chapitre suivant. Il va traiter la gestion du temps, d'accord? Donc, toutes sortes de choses, il faut déjà se dire, bon, bah, déjà, allons à la rencontre de soi-même. Déjà, il ne faut pas avoir peur de soi-même, mais il faut avoir une connaissance de soi. Ça me parle, ça me parle moins. Ça, dans ce genre de cas, j'ai tendance à réagir comme ça. Moi, j'ai très peur de... Moi, j'ai une grande aversion vis-à-vis de la souffrance des autres, d'accord? C'est des gens qui ont beaucoup d'empathie, d'accord? Etc., etc. Donc déjà, tout commence par la connaissance de soi. D'accord? Donc, chacun a cette fameuse carte mère ou ce fameux hardware. D'accord? C'est notre euh, tampon de fabrication fabriqué par Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, maintenant, je me souviens dans l'histoire, quand le père il disait, il allait voir l'éducateur, il lui a dit oui, mon fils est matérialiste. Non, pardon, avant ça, il a été voir un Admour, je sais plus, c'est le Admour de Anchimov, je crois. Alors, il a dit oui, mon fils est matérialiste, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Alors, le Admour, il lui a dit, mais pourquoi tu te plains à moi? Va te plaindre au fabriqueur. Va te plaindre à celui qui l'a fabriqué, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. Si tu penses qu'il y a un bug, d'accord? Il y a un bug dans ton ordinateur. Alors tu dis, bah, va voir pardon, pas le fabricant, excusez-moi, le fabricant. Va voir le fabricant et dis-lui. Et Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas de bug. Il ne fait pas de bug. Il te demande juste de travailler avec les outils qu'il t'a donnés qui sont parfaits pour toi. D'accord? Alors c'est vrai qu'on a tous notre carte mère, mais c'est vrai que c'est connu que la jalousie est un sentiment universellement partagé. D'accord? Et en fait, à la base, c'est quelque chose de parfaitement productif, naturel et positif. On est tous, toutes jaloux. Vous allez voir d'ailleurs, je vais vous dire à la fin la différence entre les hommes et les femmes, comment ça se décline souvent chez les hommes, comment ça se décline souvent chez les femmes. En tout cas, c'est impossible de ne pas être jaloux parce qu'on est humain, parce qu'on voit ce que les autres ont, ce que les autres font et que nous aussi, nous souhaitons l'avoir aussi. D'accord? Donc, c'est pas, de prime abord, si c'est quelque chose de naturel, c'est qu'a priori, c'est pas quelque chose de mauvais. D'accord? Si c'est quelque chose d'universellement partagé. Et d'ailleurs, le Talmud nous dit que le monde ne pourrait subsister sans la jalousie, parce que sans elle, on n'aurait aucune ambition, aucune inspiration. D'accord? Donc, ça va dépendre comment on va l'utiliser. Jalouse, ok, mais de quelle façon et vis-à-vis de quelle chose. D'accord? Pourquoi tu veux t'identifier? Pourquoi tu veux copier? Lorsqu'une personne réussit ou qu'elle acquiert des biens naturels, des biens matériels, pardon, naturellement, ça donne envie à l'entourage de ah, moi aussi je veux. Ah, pourquoi pas moi? D'accord? Et le roi Salomon, il dit comme ça, Ani Raïti, et j'ai constaté dans le monde que en fait, quand j'ai tout analysé, il dit Kol Amal, Ve Kisharon, Ve Maase, euh, I Kinat Ish Mereu. Tous les efforts qui sont produits dans ce monde, tous les talents qui sont développés et toutes les actions qui sont menées, ben en fait, leur moteur, c'est quoi? C'est la jalousie.
Ah bon? Ah, ok. On voyait pas ça comme ça? Ouais, bah, moi, tu me dis le mot jaloux, en français, en tout cas, il est très mal connoté. Alors qu'en hébreu, non, c'est la kina. Et d'ailleurs, Dieu lui-même, il s'appelle Canaï. Et c'est un Dieu jaloux. On va expliquer pourquoi. Et dans le sens, kina, c'est aussi dans le sens, dans le sens, pardon, possessif. Un mari jaloux, une femme jalouse. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Bah, par exemple, un enfant, quand, vous savez, le petit dernier est né à la maison, le petit bébé, et la mère, elle revient avec. A priori, normalement, le dernier, il est toujours jaloux. Et j'ai envie de vous dire, c'est bon signe. Pourquoi? Parce que il ne veut pas partager sa maman. Ça veut dire qu'il est attaché à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, j'ai une amie qui m'a appelée Baruch Hashem, Dieu bénisse, elle a eu deux filles avec un an d'écart. Et donc, quand bon, on a débriefé juste après la naissance, quand on a débriefé, elle m'a dit, ah, je suis contente. Ma fille, la grande, moi, la grande, elle a un an et 2 mois, hein, d'accord. La grande, elle n'est pas du tout jalouse, elle l'adore et tout. Alors, moi, je me retiens toujours. Si on me demande pas de réagir, je réagis pas. Ah bah très bien, très bien, très bien. Mais j'attendais le coup de fil suivant. 10 jours après, elle m'appelle, elle me dit, mais elle en a marre, mais elle a envie de la griffer, elle a envie de de la renvoyer chez elle. Parce qu'en fait, c'est vrai, j'ai pas osé lui dire sur le coup, je lui ai dit après, je dis en fait, un enfant qui est pas jaloux au début, il croit juste que tu es venu avec une petite poupée pour faire joujou et que tu vas la ramener au magasin dans pas longtemps. Mais quand l'enfant il se rend compte que tu vas pas la ramener au magasin et qu'en fait elle va rester à la maison et qu'elle va devoir partager sa maman avec ce petit être humain qui fait que pleurer toute la journée, parce qu'au début pour elle il sert à rien, il fait que pleurer. Alors évidemment, que là, ça y est, la jalousie commence. Et c'est bon signe. C'est bon signe. Alors, je lui ai dit, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, écoute, quand tu m'as appelé la première fois, j'étais contente pour toi, mais dans le fond, sache qu'un enfant qui n'est pas du tout jaloux, c'est pas bon signe. D'accord? Ça dénote, en fait, zéro jalousie, c'est pas bon. Ça veut dire qu'en fait, il y a pas d'attachement. D'accord? Donc, du coup, un bébé pas jaloux, pour le coup, ça devrait susciter de l'inquiétude. D'accord? Et un bébé, un enfant qui, voilà, qui fait des petites. Vous savez, on appelle ça les caresses, mais c'est pas du tout des caresses, hein, c'est des petites gifles comme ça. Alors, il faut vite interagir et tout. Mais dans le fond, c'est naturel. Euh, ok. Alors, d'accord. Donc, le problème de la jalousie, d'accord, c'est en fait, vous allez voir, c'est quoi le borderline. Je vais vous expliquer c'est quoi le cœur du borderline. Ah, il va y avoir une Azaka? Bon, bah écoutez, on va voir, hein. Ok. Bon, bah, c'est Nazaka, on fera une pause. Que Dieu nous protège. Ok. Revenons à nos moutons. Parce que de toute façon, c'est l'étude de la Torah qui nous protège. Donc, gardons le cap. On a expliqué qu'il y a, en fait, pour l'instant, on schématise trois possibilités, la positive, la négative et la borderline. Qu'est-ce qui fait que la borderline, elle est borderline, en fait? Je m'explique. Vous allez voir, le cœur, il est là. La dérive, elle est dans quoi? Quand tu te dis, ah, tiens, elle a eu un bébé, elle a eu une maison, elle a une voiture, elle a eu... Rajouter quelque chose, n'importe quoi, trois petits points, un COD, quelque chose de positif dans sa vie. D'accord? Alors, si on se dit pourquoi pas moi, alors on est dans la tendance positive. Par contre, c'est quoi la dérive? C'est quand on se dit pourquoi elle et pas moi. C'est là que les problèmes commencent. C'est là que le curseur qui était au milieu, hop, il bascule dans le négatif. Pourquoi elle et pas moi? D'accord? Donc, ça, par exemple, la fille qui veut la même robe que son amie, pourquoi pas? C'est, ouais, tu veux la même robe qu'elle, ok. Mais si tu veux sa robe, mais que elle ne l'est pas, hop, on est passé dans la tendance négative.
D'accord? C'est pour ça que cette fameuse jalousie borderline, qui est vraiment à la base de toute l'humanité, ça veut dire vraiment, c'est comme ça que les êtres humains, nous avons été bâtis, d'accord? Eh bien, il faut agir avec prudence. Parce que si on focalise trop sur ce que les autres ont, ça conduit forcément, vous comprenez bien, à être malheureux avec ce qu'on a. D'accord? Et si on laisse le curseur descendre vers le négatif, alors là, la frustration, elle est sans limite. Pourquoi elle n'est pas moi? Pourquoi elle n'est pas moi? Pourquoi elle n'est pas moi? Pourquoi elle a ça? Pourquoi elle a ceci? Pourquoi elle a cela? Pourquoi ils ont une maison comme ça? Pourquoi ils ont déménagé? Pourquoi la nouvelle voiture? Pourquoi son enfant, il connaît très bien toutes les tables de multiplication et moi, je suis en train de galérer tous les soirs en train de dire, allez, on recommence ces tables de multiplication. Vous savez, le blond, les fameux blonds, d'accord? Moi, c'est un truc qui... Par exemple, quand les gens ne perdent rien. J'ai une amie qui m'a dit, oui, moi, la tétine de mon enfant, j'ai toujours la même depuis 1 an. Alors que moi, des tétines, j'en rachète toutes les 2 semaines, j'en peux plus. Et je comprends pas où est-ce qu'elles disparaissent. Bon, d'accord. Alors là, c'est justement le but, c'est que ça prenne une bonne inspiration. Je suis inspirée par ton sens de l'organisation. D'accord? Mais pas, ça m'énerve. Et presque le jour où elle me raconte qu'elle aussi, elle perd des trucs, je me dis, ah bah voilà, elle aussi, elle rate. Ah bah tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est fine, la limite. Elle est très, très fine. Elle est très, très fine. Et maintenant, après cette introduction, on va pouvoir se plonger dans le cœur du sujet. D'accord? Mais si vous avez bien compris l'introduction, vous allez voir que tout ce que je vais vous dire après, ça va couler de source pour vous. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial avec le Orkhot Sadikim, c'est qu'en fait, vu qu'il nous donne à chaque fois des bases, des bases, des bases, ben en fait, c'est comme si au fur et à mesure, tout ce qu'on continue d'étudier, ça nous paraît en fait comme intuitif. OK? Alors, déjà, on va voir, donc là, on va dans le négatif, d'accord? Et après, on va dans le positif. On va voir les versants négatifs, je crois qu'il y en a trois. C'est être en rivalité, d'accord? Cette personne me fait de l'ombre. C'est convoiter, d'accord? Je veux ce qu'elle a. Et c'est jalouser. Là, jalouser, c'est le pire. C'est je veux pas qu'elle réussisse. Et même pire que ça, quand elle rate, ça me réjouit. D'accord? On va aller sur ces trois choses-là. Alors, déjà, comme d'habitude, il nous dit le Chod Sadikim, euh, j'adore parce qu'on me donne des conseils du coup sur comment garder des tétines. Merci beaucoup Yael. Merci. Ok, alors déjà, en ce qui concerne ces trois choses négatives qui sont la convoitise, la comparaison et la rivalité, la convoitise, la jalousie, la rivalité, rivalité, comparaison, d'accord? Eh bien, déjà, il va nous dire quels sont les méfaits. D'accord? Quelles sont les conséquences négatives de ces trois choses-là. Alors, déjà, ce qu'il dit, c'est que souvent, le plus souvent, la jalousie entraîne les disputes, comme on le voit dans le cas de Korach. Korach, le cousin de Moshe, a été jaloux de Moshe et en fait, il a du coup fomenté une rébellion contre Moshe pour le faire tomber du pouvoir. D'accord? On a envie de dire, c'est un peu malheureusement ce qu'on vit en Israël avec l'opposition qui voilà, fait tout, tout, tout pour faire tomber le Premier ministre. D'accord? Et donc, du coup, ça nous donne quoi? Bah, des marloquettes, des manifestations qui n'en finissent pas depuis 3 ans où voilà, on est dans une mauvaise ambiance à cause de quoi finalement? À cause de gens jaloux. Et les gens jaloux, il le dit bien, ils sont tristes. Ils sont tristes, on le voit sur le visage d'une personne qu'il a de la jalousie, il développe de la haine, d'accord? Et en fait, quand il dit comme ça, le Chassadim, il dit quand tu veux manger le plat de l'autre, eh bien même ton assiette n'a plus de goût pour toi. Ça devient fade en fait. Donc, même ce que toi tu as, bah, plus rien n'est bon parce que tu n'es pas satisfait de ne pas avoir ce qu'elle est là. D'accord? Et il dit que parfois, on peut avoir de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un. Parce qu'une personne nous a fait du mal, parce qu'on a été vexé, parce qu'on a été blessé. Eh bien, la rancune, quand la rancœur, on va dire, quand elle nous dérange, eh bien, il suffit d'aller parler à la personne et déjà on se sent mieux et la rancœur disparaît.
Mais pour la jalousie, ça ne peut pas disparaître, ça ne disparaîtra jamais. Parce qu'en fait, sur la base de quoi tu vas la faire disparaître? Sur la base que elle aura plus rien et que toi tu auras des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est quelque chose dont la personne ne peut pas sortir. Il n'y a rien dans la réalité qui va faire que cette personne va en sortir. D'accord? Et puis, c'est quelque chose après qui se reporte sur d'autres. Sur elle, je suis jalouse de sa maison. Sur elle, je suis jalouse de comment son mari il est avec elle. Sur elle, je suis jalouse de sa nouvelle voiture. En fait, ça n'a pas de fin. Une fois qu'on est passé dans le curseur négatif, en fait, la frustration est sans limite. D'accord? Alors, comme on avait vu pour la colère, vous vous souvenez? On pourrait croire que la solution, c'est de prendre conscience de ça, de se dire, oh là là, vraiment, celui qui est envieux, et ben en fait, il sera toujours triste, il sera toujours dans les disputes, il sera pas bien avec ce qu'il a, même ce qu'il a, il pourra pas en profiter. Mais souvenez-vous, ce qu'on avait vu pour la colère. C'est très bien de me parler de tout ça, mais si je n'enregistre que au niveau cérébral, finalement, ça ne va rien changer. Et au contraire, la personne, elle va développer, non seulement elle aura de la jalousie vis-à-vis des autres, mais elle va développer une haine de elle-même. En disant, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je regarde toujours ce que les autres ont? Mais pourquoi on va en fait se culpabiliser et développer, on peut développer une haine de soi. Parce qu'en fait, si ce sont que des choses qu'on dit, comme on avait vu la dernière fois pour la colère, ça reste au niveau cérébral. Mais tant qu'en fait, on n'a pas fait des efforts pour mettre en place ce qu'on apprend, et ben en fait, ça se cristallise et c'est comme quelque chose qu'on n'arrive plus à avaler. D'accord? Vous vous souvenez qu'on avait vu ça pour la colère? On avait expliqué. Euh, la colère, on avait dit, ah oui, c'est pas bien, c'est pas bien. On avait vu toutes les choses, les méfaits, les conséquences néfastes, etc. Puis on s'est dit, bah, si ça se trouve, dans une demi-heure, on va sortir, on va avoir un PV sur notre voiture et on va se mettre en colère. Et là, tu dis, bah, il est où le cours de ce matin, en fait? Vous savez, j'ai eu cette chose-là vendredi. À l'école, ils ont organisé une activité de prévention contre les attouchements, tout ça. Alors, donc c'est pour prévenir les enfants, d'accord? Alors, il y avait un séminaire par classe parce que on ne dit pas les mêmes choses aux enfants qui sont en CP ou aux enfants qui sont en sixième. Bon. Alors le prof, enfin l'animateur, il dit, voilà, s'il y a un adulte qui veut venir, qui vous demande de venir avec vous, et même si c'est dans le cadre de la synagogue, même si il a une kippa et une barbe, et vous dit, viens m'aider, aide-moi là-haut dans la cave au fond de la synagogue où il fait noir, alors vous devez toujours dire je vais d'abord voir avec mes parents. D'accord? Et donc il dit ça, il dit, alors s'il y a quelqu'un que vous connaissez à peine depuis une demi-heure, hein, qui vous dit, est-ce que tu peux venir avec moi dans un endroit où vos parents ne voient pas? Qu'est-ce que vous faites? Et ils répondent tous en chœur, je vais d'abord demander à mes parents. D'accord. Sur ce, il dit à un enfant, en l'occurrence c'était le mien, il lui dit, regarde, est-ce que maintenant on va faire une petite représentation théâtrale, d'accord? Est-ce que tu peux venir avec moi? On va sortir de la classe et je vais t'amener quelque part. Et là, mon fils, ça manque pas, il répond oui. Alors, il dit, bah, qu'est-ce qu'on fait de tout ce que vous avez dit? Vous avez dit tout sans cœur. Bah non, il faut pas, il faut dire, faut demander à ses parents. D'accord? Mais en fait, vous l'avez dit, mais vous l'avez pas encore intégré. Alors, il a dit ça pour les rassurer, pour leur dire, ça met du temps à intégrer une vérité. Mais souvenez-vous, quand vous êtes confronté à une situation comme ça, ou quelqu'un que vous connaissez à peine, ou connaissez même plus d'ailleurs, vous devez toujours demander à vos parents l'autorisation avant. Ah! Ça veut dire en fait, il les a mis en situation où entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont voilà, entendu et même répété, et ce qu'ils ont vraiment intégré comme un réflexe, une réalité, d'accord? Eh bien, ça prend du temps. D'accord? Vous comprenez? On avait déjà vu ça. D'accord? Alors, du coup, si on s'arrête là et on dit bah c'est la fin du cours, vous voyez, la jalousie, c'est pas bien, ça fait que la personne elle est dans les marloquettes, dans les disputes, elle est dans le fait qu'elle profite de pas de ce qu'elle a.
et que en plus de ça, elle développe une haine des autres, d'accord? Et en plus de ça, si on s'arrête là, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas s'en sortir. Elle va toujours avoir les mêmes jalousies nocives. Et en plus de ça, elle va développer une haine d'elle-même. Parce qu'elle se dit, oh, regarde comment c'est pas bien, comment Hachem il aime pas ça, comment c'est très grave, comment la Torah elle dépeint ça. Et en même temps, regarde-moi où j'en suis. Ah, c'est normal. Tu n'as pas encore fait ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire de t'efforcer de mettre en pratique ce que tu apprends, sachant que ce sont des wagons transitoires. La pratique, c'est des wagons transitoires entre le fait que j'apprends quelque chose, que je suis convaincue de cette chose-là, que c'est pas bien ou que c'est bien, no matter what, d'accord? Et au fur et à mesure, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre 10 ans, on s'en fiche, on a tout le temps du monde mais ça va devenir après une réalité pour toi, une seconde habitude. D'accord? Alors, maintenant, on va commencer. Première forme de jalousie, la pire forme de jalousie. On en parle dans quand? On en parle dans Parashat euh, Chayei-Sarah. Parashat Chayei-Sarah. On nous parle de la jalousie des Philistins vis-à-vis de Yitzhak. Qu'est-ce qui se passe? C'est écrit. Le texte, il dit que, euh, eh bien, Yitzhak, il avait une connaissance de la terre qui faisait qu'il savait où creuser des puits. D'accord? À l'époque, on n'avait pas tous ces systèmes qui nous permettaient de récupérer l'eau des rivières, tout ça, avec l'assainissation, tout ça. Donc, on creusait et en fait, là, on tombait sur un accès aux nappes phréatiques, d'accord? Alors, ça s'appelait un puits, si vous voulez, d'accord? D'ailleurs, à l'époque, les femmes, dans les mikvés dans lesquels elles se trempaient, c'était en fait des sortes de puits. À l'époque, je parle à l'époque antique, d'accord? Si vous allez par exemple à Shiloh, moi, j'étais à Shiloh. euh, eh bien, vous allez voir un mikvé antique. Et en fait, c'est comme un petit puits dans lequel, en fait, les femmes, elles descendaient les marches et elles se trempaient, en fait, c'est les nappes phréatiques, si vous voulez. Les fameuses, dans Béréchit, les fameuses eaux d'en dessous. Eh bien, Yitzhak, il avait comment dire, il avait une expertise. Voilà, une expertise, c'est qu'il savait creuser au bon endroit. Et donc, la plupart du temps, il creusait, hop, c'était un puits. Il creusait, hop, c'était un puits. Il creusait, hop, c'était un puits. Et du coup, c'est génial parce euh, il pouvait donner à boire à ses animaux et donc, ça faisait fructifier son bétail. D'accord? Si vous voulez, aujourd'hui, son message à l'heure actuelle, tu dis, bah, il savait où investir en bourse, d'accord? Et donc, ça fructifiait, il sentait quelle entreprise va prendre, d'accord? Il avait cette expertise. Alors, il traque à l'époque, d'accord? C'était la même chose, mais avec les puits. Et il y a marqué que les Philistins le jalousèrent, et donc, tous les puits qu'il avait creusés, eh bien, les Philistins les comblèrent et ils les ont remplis de terre. Et de là, le Maharal, il pose la question, il dit, mais je comprends pas. Si tu es jaloux, prends-lui ses puits, ne lui bouge pas. Parce que même toi, tu vas pas avoir un puits, du coup, tu vas pas avoir de l'eau. Donc, personne ne profite de l'action que tu viens de faire. Tout le monde est perdant. Quel profit tu en retires, toi, Philistin? D'accord? Philistin, Palestinien, qu'est-ce que tu en retires? Eh bien, le Maral, il dit bah, qu'en fait, à la limite, il s'en fiche. Pardon. À la limite, il s'en fiche que l'autre, que eux, ils n'aient pas. Ce qui les dérange, c'est que l'autre ait, qu'il a, qu'il a des choses. Ça me dérange. Waouh, 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 waouh. C'est une très, très, très mauvaise forme de jalousie. Alors là, on est dans le curseur, là, le borderline, il est passé, mais en négatif, noir, 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 noir. Nos sages rapportent un machal qui est très dur. Il dit, ça ressemble à quoi cette forme de jalousie? Ça ressemble à quelqu'un, vous savez, la lampe d'Aladin, d'accord? Le génie. Et le génie sort et la personne, elle a un vœu. Mais le génie lui dit, regarde, il y a une condition. Ce que toi, tu vas avoir, eh bien,
ton voisin, il va avoir le double. Alors nous, on s'attend à ce que la personne, elle dit, bah, je vais avoir 1 million de dollars. Et si l'autre en a 2 millions, bah, tant mieux. Aïe, aïe, aïe. Et réponse du jaloux. Mais le jaloux, souvent, c'est cette forme de jalousie, vous avez compris, c'est nos ennemis, hein. D'accord? C'est pas nous, c'est la jalousie d'Amalek. Alors la personne répond, moi, je vais avoir quelque chose et mon voisin, il va avoir le double? Oui, répond le génie. Qu'est-ce que tu veux? Une maison, 1 million de dollars, tu veux quoi? Et la personne lui répond, alors crève-moi un œil. Ouais, c'est violent, hein. C'est la jalousie d'Amalek. Ils sont prêts à crever et ils en retirent rien, mais pourvu qu'ils te nuisent. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait vu quand on avait fait le Télim 121. Vous vous rappelez? C'était ça qu'on... Mais il pose la question, David Ameller, il dit, mais qu'est-ce que tu gagnes du mal que tu me fais? Rien. Pourvu que toi, tu sois atteint. Pourvu que toi, tu sois atteint. C'est Amalek. Amalek, il est venu nous faire la guerre dans le désert. Il savait qu'il allait perdre. Il savait. Ah, mais pourvu que je lui porte atteinte. Ah ouais, Israël. C'est dur, hein. C'est très, très dur. Donc, cette jalousie, elle est négative, moins, moins, moins. Et c'est cette jalousie qui est à la base de quelque chose d'un très malheureux, qui est de se réjouir des échecs des autres. Ah, elle a raté. Ah, vous savez, vous connaissez peut-être ça. Genre la fille qui dit, ah, sa fille, elle a raté le bac. Mais presque contente, quoi. Mais c'est horrible. C'est c'est presque content. Genre, si sa fille, elle a raté le bac, alors moi, mes enfants, ils sont moins ratés, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, entre guillemets, la logique qu'il y a derrière. Mais qu'est-ce que ça a changé, en fait? Qu'est-ce que ça a changé vis-à-vis de tes enfants? Ça n'a rien changé. Le fait que l'autre rate ne fait pas que toi, tu réussis mieux. Ah là 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 là. Bon, ouais, ouais, c'est à la limite de la cruauté, tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est la première forme de jalousie, négative, négative, négative. D'accord? Ensuite, il y a une autre jalousie qui est, alors c'est plutôt en hébreu, on appelle ça la chemda, l'otachmod, chemda, d'accord? Chemda, c'est une forme de kina. Euh, et la chemda, donc, c'est la convoitise. C'est la convoitise. Alors, comme je vous ai dit, donc la chemda, ça fait partie c'est un interdit, l'otachmod. C'est un interdit qui fait partie des 10 commandements. C'est le dernier des 10 commandements. Je dis, mais c'est un peu fort quand même. Parce que dans les 10 commandements, tu as le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas porter de faux témoignages, de respecter tes parents qui t'ont donné la vie, de regarder le Shabbat. Et là, à la fin, tu as un lotar mode. Un lotar mode, tu ne convoiteras pas. Et c'est pas quelque chose qu'on peut montrer. Ça veut dire, comprenez bien que quelqu'un peut respecter les 613 mitzvot et en fait, tous les jours transgresser un interdit des 10 commandements qui s'appelle lotar mode parce qu'il ziote sur la maison de son voisin. Et le Midrash pose la question, mais pourquoi ça fait partie des 10 commandements? Et la réponse, que je vous résume, elle est un peu longue, d'accord? Elle est très imagée. Mais il dit comme ça parce que celui qui est qui convoite, eh bien, il va facilement transgresser les 10 commandements. D'accord? Bon, alors, raconte toute une histoire très. Le Midrash, il est un peu tiré par les cheveux. C'est quelqu'un qui convoitait, je sais plus quoi, chez son voisin. Et du coup, en fait, il se met à transgresser Shabbat pour faire un trou chez lui, il se met à aller avec sa femme, il se met à lui voler des trucs. Après, du coup, il se met à témoigner euh, faussement, etc. Bon, bref, ça, il est vraiment un peu. Je voulais épargner parce qu'il est un peu dur, mais tu te dis, waouh, ça veut dire quoi? Celui qui convoite, il est en fait, c'est la porte ouverte à la transgression de toute la Torah? Oui. Vous allez me dire, mais c'est juste par la pensée. Oui, mais la pensée, c'est le début de tout. C'est pour ça que quand des choses comme ça nous arrivent, parce qu'évidemment que ça arrive à tout le monde, c'est des pop-up, ouais, des pop-up. Comme dans un téléphone, il y a des notifications.
Tout d'un coup, oui, quand elle m'a montré sa maison, je me dis, ah ouais, franchement, ça serait cool, moi aussi, d'avoir un 200 mètres carrés quand même. Ah, waouh, une piscine, ah, ça serait simple. Aller dans un immeuble, truc. Ah, 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 ah. Ça arrive. Vraiment, ça arrive. Alors, il faut mettre des barrières dans sa tête. Comment on met des barrières dans sa tête? Eh ben, c'est comme dans le téléphone. Vous voyez, des fois, vous avez des notifications. Vous dites, mais oui, mais c'est pas pour ça que je vais tout ouvrir et tout regarder et tout. Non, il y a des trucs, hop, qui m'intéressent. D'accord? Donc ça, c'est des pensées qu'il faut chercher à cultiver. Super, j'ouvre. Puis, tu as des notifications qui servent à rien. Hop, tu bazardes. T'enlèves. Moi, je vous raconte aussi quelque chose de personnel. Mais une fois, j'étais rendre visite à une amie qui venait d'accoucher et donc je suis venue pour lui amener un petit cadeau. Puis quand j'arrive, je vois. Alors, la femme de ménage, au fond, vous savez, la femme de ménage, mais qui a tout son temps devant elle. Ouais, vous sentez qu'elle est là, genre depuis 8 heures du matin à 8 heures du soir. Genre, vous voyez, sur les vitres, qui passe comme ça dans la cuisine, qui soulève le couvercle de la casserole, qui sent et qui repasse comme si, qui continue son chemin. On sentait qu'elle avait tout son temps, quoi. Sa maman qui habite dans l'immeuble. Alors que moi, mes parents, ils sont à 5000 km, enfin 2000 km. La babysitter qui lui parle, elle dit, oui, alors c'est bon, tu me ramènes les enfants. Enfin bon, bref, Dieu bénisse. Le mari qui travaille de la maison. Et donc, et en fait, sur le coup, j'étais jaloux. Enfin, oui, ça a suscité chez moi de la jalousie. Mais après, je me suis dit, bon, attends, calme-toi. Ce qu'elle a, elle, c'est tant mieux pour elle. C'est que tu n'en as pas besoin. Déjà, je me suis un peu, hein. Parce que vous savez, les pensées, elles partent vite, hein. Elles partent très, très vite. Je suis rentrée vraiment presque déprimée, quoi, en mode, bah voilà, pourquoi elle et pas moi? Et puis après, je me suis dit, non, de quoi je suis jalouse vraiment? Je suis jalouse pas des outils qu'elle a, pas ni de la femme de ménage, ni de trucs, parce que bon, vous savez qu'en Israël, c'est très dur d'avoir de l'aide. Ça, C'est c'est pas, voilà, c'est pas évident du tout. Donc, nous, les femmes en Israël, on fait beaucoup tout toutes seules, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments, on est un peu fatigué. Mais j'ai dit non, je suis pas jalouse de ce qu'elle a, je suis jalouse du rythme qu'il y a dans sa maison. Vous savez, le rythme posé, calme. Je sentais qu'elle avait du temps devant elle, quoi. Voilà. Et j'ai dit, bon, c'est déjà si c'est ça, c'est plus la même chose. Je ne suis pas jalouse ni de la femme de ménage, ni du mari qui travaille à la maison, ni de la mère qui habite dans l'immeuble. C'est pas du tout ça. D'accord? Mais il faut débriefer avec soi-même. C'est pour ça que je dis, il faut être honnête avec soi-même, avoir de la connaissance de soi. Pas chercher à éradiquer. Et après, je me suis posé la question, mais tiens, pourquoi j'ai envie de quelqu'un qui a un rythme beaucoup plus calme? Peut-être que moi aussi, je dois me calmer. Pourquoi je m'impose toutes sortes de choses aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, ça a été un déclencheur de moins accepter des cours, voilà, plus me poser, moins faire la folle, dire j'ai un cours le matin, l'après-midi, le soir. Enfin, voilà. Non, vous voyez? Donc c'était parfaitement productif. Pourquoi? Parce que je l'ai accepté. Et quand je l'ai accepté, j'ai dit ok, maintenant je l'accepte, mais je ne veux pas l'accepter dans sa forme brute. Je veux rejeter ce qui est mauvais, c'était la convoitise, d'accord? Et je veux accepter ce qui est positif, c'est qu'en fait, chez moi, ça a été un déclencheur de quelque chose. Ça a été, pardon, pas un déclencheur, un révélateur. Un révélateur, en fait, d'un besoin enfoui, inconscient. Et je me suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais pourquoi ça me met dans cet état-là? Que je me dis, mais pourquoi elle, pas moi? Pourquoi elle est pas moi? Pourquoi elle... C'est qu'en fait, ça vient révéler, en fait, quelque chose qui était enfoui. Alors, quand tu vas à la rencontre du sentiment, quand tu vas à la rencontre de la jalousie, c'est génial parce que tu découvres vraiment des choses sur toi-même. Vous avez compris le principe? Il dit comme ça, il raconte une histoire comme ça. Il y avait un garçon voilà, voilà, qui a entendu comme ça à propos, un cours du Maguide de Mézérich, d'accord, l'élève du Baal Shem Tov. Et le Maguide de Mézérich, il disait, pas toutes les pensées sont bonnes à cultiver, à garder. Il faut en certaines rejeter, il faut en certaines les accepter. Il faut reprendre le dessus sur nos pensées. Bref, tout ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. Et le garçon, il était un peu député. Il a dit, mais moi, je peux pas. Ça fuse dans tous les sens dans ma tête. Alors déjà, qu'entre guillemets, la Torah nous donne un mode de vie au niveau des actions. Mais en plus de ça, si elle nous donne des instructions au niveau de la pensée, c'est très dur, c'est très oppressant. Alors, le Maguide de Mézérich, il lui a dit, regarde, je comprends ta question, je ne vais pas t'y répondre maintenant. Je voudrais que tu viennes chez moi demain et je vais t'y répondre.
Et tu vas venir, il lui donne l'heure, il lui a dit, tu vas venir à, je sais pas, 10 heures du matin. D'accord? Donc le lendemain, le garçon en question arrive et là, toc, toc, toc. D'accord? Je vous le fais, toc, toc, toc. Euh, et le Magui n'ouvre pas. Bon, toc, 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 il réessaye une deuxième fois. Personne n'ouvre. Pourtant, c'est bizarre, il a donné rendez-vous à 10 heures. Il attend, il retoque 3, 4, 5, 6 minutes. Au bout de 10 minutes, le Maguide, il lui ouvre. Alors il dit, regarde, maintenant, je vais pouvoir te donner l'explication. Tu vois les mauvaises pensées. Eh bien, c'est comme quelqu'un qui toque chez toi. Tu peux décider d'ouvrir la porte, mais pas forcément tout de suite, et pas forcément grand ouvert. Tu dis, oula, pourquoi ça m'arrive? Attends, attends. Déjà, on va pas lui ouvrir grand la porte en cultivant ça. Pourquoi elle n'est pas moi? Pourquoi elle n'est pas moi? Pourquoi elle n'est pas moi? Non, j'ai quelqu'un qui a toqué chez moi, comme une notification de téléphone. Je l'ai vu. Qui a dit que je vais lui ouvrir? Ou peut-être je vais lui ouvrir, mais après, une fois que je me suis un petit peu calmée, que j'ai fait passer toute cette agitation émotionnelle, que le da'at, que le discernement, il reprenne le dessus, reprenne le contrôle, et là, je vais à la rencontre de cette pensée. Là, je vais à la rencontre de ce sentiment. Et quand je vais à la rencontre, je m'y confronte. Je m'y confronte, et des fois, je vais dire, écoute, chère pensée, je t'ai ouvert la porte maintenant, tu vas sortir par la fenêtre, d'accord? Parfois, je te ouvre la porte, il n'y a pas de problème. En fait, vivement, j'ai vu, non, ça va pas du tout ça. Allez, par la fenêtre, hop, du septième étage, pof. C'est une béchira. Il dit le Maguide de Mézérich, c'est une béchira, c'est un choix. Quelle frappe à la porte? Ça n'est pas une béchira, ça n'est pas un choix. Ça, c'est pas, tu peux pas contrôler qui c'est qui va frapper à ta porte. C'est comme les pensées, c'est comme les émotions, elles t'arrivent. D'accord? Mais ne sois pas dans le déni. Accepte-les, mais accepte-les intelligemment. C'est-à-dire, quand je suis calme, je laisse rentrer le sentiment, je laisse rentrer la pensée, et après j'analyse. Elle est bonne, je veux prendre un café avec elle ou pas? Ou je veux la faire sortir? Ou je veux, mais que avec, on va dire, le bon qui est chez elle. D'accord? Imaginez-vous, plutôt c'est un groupe de personnes qui arrivent. Tu dis, ouh, le groupe, un groupe de manifestants. Tu vois, ok. Alors il y en a, voilà, cette bonne partie-là, je vais la garder comme la jalousie. D'accord? Mais le reste, hop, dehors, par la fenêtre. D'accord? Et c'est donc l'otarmot, c'est un interdit de la Torah. Et c'est un interdit, c'est le plus dur, entre guillemets, des 10 commandements parce qu'il ne se voit pas. Et donc, quelqu'un peut cogiter ça, cogiter, 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 jusqu'à ce qu'elle vraiment, elle en vienne à avoir, comme je vous ai dit, de la haine de la personne, l'envie que cette personne rate, l'envie que cette personne n'ait pas, l'envie que tout ça. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'elle a laissé la porte grande ouverte, qu'elle a laissé la pensée rentrer chez elle, euh, et qu'elle lui a laissé installer toute sa pourriture. Vous savez, il y a un autre machal comme ça. Alors, je crois que c'est un machal du Maguide de Dubnov, où il y a quelqu'un qui rentre chez une personne et qui lui dit, est-ce que je peux acheter chez vous 1 centimètre carré? Mais je vous le paye à un bon prix, hein. Alors, il dit, c'est une BD, moi je l'ai lu en BD, d'accord. Alors, c'est toujours un peu bourru, un peu bébête comme ça, voilà, dans la BD, qui dit, bon, 1 centimètre carré, mais vous voulez combien? Alors, il dit, ah, je te l'achète très cher, 1000 roubles, d'accord? Alors, 1000 roubles. Alors, il dit, ah, 1000 euros pour 1 centimètre carré, mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en fait, il arrive, et donc, en fait, finalement, le monsieur, il dit, maintenant, je peux rentrer quand je veux, je suis chez moi, puisque moi, je dois avoir accès à mon centimètre carré. Ah oui, bah, j'avais pas pensé. Alors, du coup, il peut rentrer quand il veut. Alors, après, quand il vient sur le centimètre carré, qu'est-ce qu'il fait? Il met un crochet. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, mais je fais ce que je veux, c'est mon centimètre carré, tu me l'as laissé. Ah oui, oui, d'accord, oui, j'avais oublié. Et en fait, quand tu viens, il y a le crochet, il commence à lui mettre des poubelles, des trucs horribles, ça pue, machin, jusqu'à ce qu'en fait, la personne, elle veut même plus habiter chez elle, elle s'en va, elle dit, ouais, vas-y, reste là. Alors c'est pareil, les mauvaises pensées, des fois, il faut pas les laisser s'installer chez nous. Il faut pas. Sinon, après, il y a tout qui pourrit. Euh, voilà. Le Rav Shmulevitch, il nous dit, regarde, il nous donne des outils. Je vais vous les, voilà, je vais terminer le cours sur ça parce que c'est un petit peu long, mais le Rav Shmulevitch, c'est beaucoup adressé à des jeunes comme pardon, il y a le Rav Wolbe et le Rav Shmulevitch, pardon.
On va aller voir après ce qu'il dit le Rav Wolbe. Le Rav Wolbe, il a écrit une très belle lettre. D'abord, le Rav Shmulevitch nous dit quoi? Nous dit, on doit toujours se souvenir. Ce dont j'ai besoin ne se trouve pas chez l'autre. Et ce qui ne me revient pas ne se trouve pas chez l'autre. Vous l'approchez sur le frigo. Ce dont j'ai besoin se trouve pas chez l'autre. Et ce qui ne me revient pas, de facto, n'est pas chez l'autre. Ça, c'est les deux principes dont on doit se souvenir toujours. C'est ça, moi, qui m'a aidé quand je me suis retrouvée confrontée à cette envie, on va dire. J'ai dit, ouh là là là, si moi, dont j'ai besoin, c'est pas chez elle. Si elle a besoin de personnel, moi, et qu'elle l'a, tant mieux pour elle, mais c'est-à-dire que moi, je n'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, ça développe chez moi des facultés différentes. D'accord? Je suis moins dans le confort, mais Hachem, il veut plus que je fasse des efforts. D'accord? Et de toute façon, si je n'ai pas ces choses-là qui se trouvent chez elle, c'est que ça ne me revient pas. C'est presque, il faut mettre vous savez, des œillères, quoi. Ça ne me revient pas. Ne pas ouvrir grand les yeux et fixer dessus. On choisit ce qu'on regarde. De là, de ces deux principes-là, nous apprenons deux corollaires, deux conséquences. Premièrement, si quelqu'un a quelque chose, et ça c'est une halakha, hein, si quelqu'un a quelque chose et que cette chose-là n'est pas en vente, on n'a pas le droit de lui faire pression pour qu'il nous la vende. Ah, ta maison, tu voudrais pas la vendre? Ah, ta voiture, tu voudrais pas la vendre? Alors, on peut demander une fois, poser la question. Ah, au fait, vous envisagez de déménager? Parce que c'est vrai que vous, vous êtes dans notre rue et nous, on aimerait bien quelque chose de plus grand. On s'est dit que peut-être que vous auriez envisagé de déménager, voilà, prochainement, dans un an, 2 ans. Ah non, non, pas du tout, on est très bien. Ah, pardon, excuse-moi, oui, pas de problème, je me suis dit, c'est bête de ne pas vous demander. D'accord? Il n'y a pas de problème. Mais si là, on fait pression pour dire, ah ouais, vous voulez pas vendre, ah mais quand même, on va vous faire une offre et tout. Non, là, on tombe dans le lotard mode. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à nos enfants aussi. Quand, par exemple, une fille, elle dit, ah, moi, je veux la robe de ma copine. Non, tu veux pas sa robe. Tu veux une robe comme la sienne. La nuance, elle est fine, mais elle est importante parce que je vous dis, on est sur la piste noire, le borderline, là, la jalousie du milieu. C'est une piste noire. Il faut très bien maîtriser les choses. Donc, quand on entend ça, hop, non, c'est pas sa robe que tu veux. C'est la même que la sienne. Écoute, si elle te plaît, je vais regarder dans le magasin. Renseigne-toi, je vais aller voir s'il y a une autre. Mais c'est pas la sienne que tu veux. Tu veux pas lui enlever, la dépouiller d'une chose que tu as pour la prendre pour toi. Parce que ça ne t'est pas destiné. Et si ça ne t'est pas destiné, c'est que tu n'en as pas besoin. D'accord? Le deuxième corollaire de ça, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, je crois qu'on avait déjà parlé dans le cours, le principe du Aïnara, du mauvais œil. C'est-à-dire que celui qui a reçu des biens matériels, il faut faire attention à ne pas provoquer une forme de jalousie chez les autres en exposant ce que l'on a. Parce que, comme je vous ai dit, si chez la personne qui se dit, voilà, ah, je sais pas, elle étale un sac. Je me suis acheté un sac Michael Kors, je me suis acheté un sac bidule machin, voilà. Sur les réseaux sociaux, par exemple. OK? Et qu'elle a son amie qui, bah, justement, vient de perdre son emploi. Du coup, elle galère. En ce moment, elle a vraiment du mal à joindre les deux bouts. Et là, elle se dit, oh là là, purée, tu vois, même les gens, ils peuvent s'offrir des objets de luxe. Et puis, voilà. Oh là là. Et en fait, chez elle, ça crée une frustration, mais pas dans le mode, je voudrais vraiment ce qu'elle a, mais ça me remet face ce qui me manque. D'accord? Alors, on avait déjà expliqué que on dit en hébreu agmat nefesh, ça veut dire cette petite tristesse, d'accord? De dire, moi, je suis tellement en galère et voilà, par exemple, j'ai plus de jours de congé. J'ai plus de jours de congé, du coup, je sais que jusqu'à la fin de l'année, je vais devoir tenir le rythme.
tenir le rythme. Et si je dois prendre des jours de congé, ça sera des congés sans solde. Et qu'elle voit l'autre qui est parti en Thaïlande et l'autre qui est parti au Japon et l'autre qui est parti aux îles Bahamas, alors ça peut susciter de la jalousie. D'accord? On avait expliqué que ce mal-être, cette agmat nefesh, eh bien, ça va susciter un jugement. Ah, le sac Michael Kors, est-ce qu'elle le mérite vraiment? Ah, les vacances, est-ce qu'elle les mérite vraiment? C'est ça en fait, on avait déjà expliqué que c'est ça le principe du mauvais œil. C'est pas que la personne directement, elle m'a mis le mauvais œil sur la chose. Non, c'est qu'en fait, vu que ça a été l'objet qui a chez elle provoqué ce truc de dire, oh là là, elle a montré sa demande en mariage devant, voilà, sur les réseaux sociaux, Would you marry me, et les feux d'artifice, et l'hélicoptère, et je ne sais plus quoi. Parce que maintenant, moi, quand on me raconte les demandes en mariage, c'est plus le classique genre veux-tu m'épouser? C'est il est descendu d'hélicoptère avec les chanteurs qui sont venus et là, tout le monde a fait machin bidule. Évidemment, c'était filmé. Bref, et la fille, voilà, elle avance dans l'âge, elle est toujours pas mariée, elle n'a pas de perspective et voilà. C'est dur. C'est dur. Et c'est ça la source de ce qu'on appelle le Haïnara. D'accord? Et entre guillemets, j'ai envie de dire que si Hachem il a décidé ça comme ça, c'est qu'il y a une forme de justice. C'est que ça, en fait, appelle les gens à ne pas étaler ce qu'ils ont parce que ça suscite du mal-être chez les gens qui n'ont pas. C'est comme si tout d'un coup, on les remet face à ce qu'ils n'ont pas, face à ce qu'ils n'ont pas, face à ce qu'ils n'ont pas, face à ce qu'ils n'ont pas. Il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit, si il faut la demande devant tout le monde dans les réseaux sociaux et que la fille, elle dit non, c'est la honte. Je sais pas si ça a déjà présenté ce genre de choses. On m'a pas raconté. Pourtant, on me raconte des choses assez cocasses, mais ça, je ne le connais pas. Donc, voilà, c'est pour ça que voilà, susciter la jalousie chez l'autre, c'est entre guillemets faire preuve de manque de sensibilité. D'accord? C'est ça, si vous voulez, qui est à la base de tout le Haïnara, mais finalement, dans le fond, c'est quelque chose de positif. D'accord? Parce que ce mal-être, eh bien, provoque un appel à un jugement et l'objet qui a suscité en fait ce mal-être, eh bien, tout d'un coup, on repose la question dans les Shamaïm. Ah, mais est-ce que ce sac, elle le mérite vraiment? Ah, d'accord? Est-ce que ce truc-là le mérite vraiment? D'accord? Et je vais terminer sur ça, sur ce que dit le Rav Volbe. Et comme ça, on aura fini tous les versants négatifs de la chose. Il dit comme ça, il dit, voilà, être en rivalité. C'est la troisième forme de kina. Être en rivalité, se comparer, c'est naturel et c'est normal. Et sachez aussi un truc très important, il y a aussi une halakha qui en découle de ça, que c'est normal de se sentir particulièrement en rivalité avec les personnes qui font la même chose que nous, le même métier que nous ou la même activité que nous. En hébreu, ça s'appelle, il dit Rashi, sur Parashat Bereshit, dans le chapitre 3, je crois, verset 5, il dit Ki yadoua kol uman sone et bne umanuto. C'est connu, c'est une règle axiomatique, j'ai envie de dire, une règle axiomatique, qui est que chaque artiste déteste les gens qui font même chose que lui. L'artisan orfèvre, il déteste les autres orfèvres. D'accord? Je vais être amenée à en reparler à la fin du cours de cette chose-là, mais c'est la base avec laquelle on a été construite. Et de là, le Chafetz Chaim, il en déduit une halakha importante, il faut la connaître celle-là. On n'a pas le droit de parler à une personne de son concurrent, ni en positif, ni en négatif, ni en rien du tout. Par exemple, tu as une amie qui fait des bijoux, tu peux pas dire, ah, j'ai vu ce qu'elle a fait, la marque truc, truc, truc. Parce que c'est la porte ouverte à ce que elle te dise ah non ce qu'elle fait c'est pas bien, ah non mais c'est pas de la bonne qualité, ah mais non mais ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait, d'accord, la concurrence, voilà les concurrents. Donc voilà, ça il faut, c'est une halakha, il ne faut pas le faire. Pas qu'il faut éviter, il ne faut pas le faire. D'accord? Alors, le Rav Wolbe, il a écrit une très très belle lettre à un enfant qui a commencé à se comparer et à se dévaloriser. Ça, c'était dans sa yeshiva.
Et il lui a dit comme ça, il lui a dit, au fil du temps, tu as eu l'impression que ce que les autres, les talents qu'ils avaient, eh ben toi, tu ne les avais pas. Alors, entre guillemets, tu as sombré. Il dit, tu as pensé que tu ne valais plus rien, que tu n'avais aucun don, aucun talent, que tu n'avais pas de réussite à ton actif. Et là, tu es tombé dans la tristesse. Il dit attention, on ne doit jamais, jamais, jamais se définir ou se mesurer avec le baromètre des autres, de la réussite des autres. Parce que sinon, tout va être insupportable chez toi. Premièrement, ce que tu vois chez toi, c'est-à-dire ton image de toi-même, c'est cette fameuse haine de soi qui se développe. Et en plus de ça, la fréquentation, tu vas plus supporter les fréquenter. Et donc, tu vas tomber dans une forme de solitude. Sache que Hachem t'a octroyé les forces adaptées à ton Chelek Batorah, à la part que tu as dans ta Torah. Et, et là, je vous donne une ségoula. Je vous donne une ségoula. Et je l'ai testée. Et elle marche. Tous les matins, il dit le Rav Wolbe, quelqu'un qui a de la jalousie. Jalousie vis-à-vis, souvent, très souvent, c'est d'un concurrent, d'un rival, des élèves dans la classe. euh, d'accord? Quelqu'un qui fait la même chose que nous, une autre enseignante en Torah, par exemple, ça pourrait être mon cas. Quelqu'un qui a aussi le cabinet de dentiste dans la rue d'à côté. D'accord? Alors, et après, ça peut étendre à tout, d'accord? Ça, c'est toujours le borderline. Et puis après, c'est tout ce qu'on a vu avant, vraiment très, très négatif. Il donne une ségoula. Et je vous dis, elle marche. De dire tous les matins, quand on fait ses brachot le matin, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui m'a gratifié de tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout. Tout ce qui est nécessaire pour jouer mon rôle dans ce monde, pour mériter ma part dans la Torah, Dieu m'a tout remis entre les mains. Voilà, et ça marche. Ça marche. Moi, à un moment, j'ai eu comme ça quelque chose qui me pourrissait un peu la tête et j'ai relu la Ségoula du Rav Wolbe. J'ai dit, ah, waouh, je vais la tester. Je vous assure, au bout de 3 jours, tout était envolé. Pourtant, c'était quelque chose qui tramait depuis plusieurs mois et qui pourrissait à l'intérieur chez Hassan Nicole Sorki. Il a fait tout, mais tout ce dont j'ai besoin pour réaliser mon tafkid sur Terre. Il m'a tout remis entre les mains. Avoir conscience que on n'a pas le même rôle, personne n'a la même mission sur Terre. Il y en a qui sont plus en avant, il y en a qui sont plus populaires, il y en a qui sont plus successful, no matter what, d'accord? Mais chaque individu doit accomplir une tâche spécifique pour laquelle Akadosh Baruch Hu l'attend dans ce monde, et sur ça, personne ne peut le remplacer. Et sur ça, il nous a donné tous les moyens de réussir. Voilà. Est-ce que